Ici maintenant 95.2, ici maintenant Point Info pour nous écouter, nous regarder via Internet. Aujourd'hui nous allons parler non pas de revue de presse internationale puisque Pierre, comme je l'ai déjà dit, est en Italie. Nous allons parler du Codex Alimentarius avec notre invité Alexandre Rouget. Alexandre, bonjour. Bonjour Laurent. Très heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes l'auteur d'un article paru dans le dernier Nexus sur le Codex Alimentarius. Alors on en entend parler depuis très longtemps, en tout cas pour ceux et celles qui s'y intéressent un petit peu, notamment avec des revues bien spécifiques qui l'ont mentionné à différentes reprises. Seulement là, on arrive à un tournant. On va d'abord définir ce qu'est ce codex, d'où il nous vient, et puis de voir ce qu'il met en place petit à petit. Alors, Alexandre, vous êtes journaliste. Je vais de prime abord vous demander de nous expliquer d'où sort ce Codex Alimentarius, qu'est-ce qu'il signifie? C'est une, c'est une émanation de deux organismes de l'ONU. D'une part la FAO, donc, qui est l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et d'autre part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui en 1962 ont débloqué des fonds pour alimenter, pour financer des divers comités d'experts qui sont une vingtaine et qui se réunissent périodiquement et qui sont chargés de rédiger des normes techniques contraignantes pour tout ce qui a trait à la production, à la transformation, au conditionnement de tout ce qui est alimentaire, agroalimentaire dans le monde. Alors, ce Codex Alimentarius, normalement, aurait dû prendre effet de prime abord, fin 2009, début 2010. Qu'est-ce qu'il en est exactement depuis donc 1962? Quel a été son parcours, finalement, dans le but que s'est fixé la FAO avec l'OMS? On peut penser que c'est une bonne chose de prendre soin de la manière dont nos aliments sont conditionnés, de la manière dont ils sont fabriqués. Sur le papier, ça peut être une bonne chose. Notamment eu égard aux intentions qui ont été affichées dès le départ de la part des promoteurs du codex. Le problème, c'est qu'en général, enfin, on est plus dans le faites ce que je dis, pas ce que je fais, et que la mise en avant d'intentions manifestement louables et positives, en gros, n'est qu'un cache-sexe. Enfin, c'est pas exactement le but qui a été annoncé de prime abord, qui est poursuivi manifestement. Alors pourquoi manifestement? Qu'est-ce qu'en pensent déjà les différents gouvernements, puisque le nombre d'experts réunis pour le Codex Alimentarius à travers le monde, chaque gouvernement à travers, en tout cas tous ceux et celles qui ont signé au sein de l'ONU, ont leur mot à dire. Oui, ça concerne tous les pays membres de l'ONU, donc les 192 ou je sais pas combien qui sont. Donc oui, tout le monde est concerné, mais c'est les instigateurs du codex ont fait en sorte qu'effectivement que tout le monde soit concerné, puisque pour que aucun État ne puisse se dérober en disant j'étais pas au courant de telle décision que vous étiez en train de préparer, donc je suis pas d'accord pour la valider et je refuse de l'appliquer en ce qui concerne mes propres importations alimentaires ou ma propre production alimentaire. Pour parer à ce risque de dérobade, les instigateurs du codex ont bien fait en sorte que chaque pays soit informé et qu'il ne puisse pas faire comme s'il n'était pas au courant de ce qui était en train de se tramer. D'accord. Et ça remonte grosso modo à la fin du cycle de l'Uruguay, qui a vu la naissance de l'OMC via les accords de mondialisation, donc qui ont été signés à Marrakech en fin 94 et début 95. Dès cette époque-là, il a été clairement établi que effectivement aucun pays ne puisse faire semblant ou réellement ignorer la teneur des réunions des comités codex et la teneur des décisions qui y étaient prises et des normes qui étaient édictées dans le domaine de l'agroalimentaire. Dès 1955, il y a eu la première conférence mixte, puisque en tout cas le Codex Alimentarius est financé dans une certaine mesure par la FAO, en grande majorité en tout cas, et puis une autre par l'OMS. Alors on pourrait se dire que le Codex est dépendant de ces deux organismes. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est réellement tangible de ce côté-là ou pas, pour garantir l'indépendance de ce fameux Codex Alimentarius? Là, on est face à un double paradoxe, c'est que l'indépendance, elle aurait dû être garantie par effectivement, enfin garantie, du moins au plan technique par cette dépendance financière vis-à-vis de deux organismes qui a priori
n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est normes techniques de production pure, hein, la taille des bananes, l'irradiation des aliments, ce genre de choses. On aurait plutôt pu penser a priori que l'OMS étant en charge de la santé, aurait plutôt émis des avis négatifs sur une décision comme l'irradiation des aliments ou sur la quantité d'additifs alimentaires ou d'aspartame dans les aliments. Vous voyez, des choses qui sont quand même assez élémentaires, sur lesquelles on dispose d'énormément de ressources, d'études. Bref, mais en fait c'est pas le cas et on s'aperçoit, autre paradoxe, que contrairement à l'adage qui veut que qui paye décide, bien que l'OMS et la FAO allongent les ronds pour faire tourner cette boutique, et ben à la limite la créature a un peu échappé à ses créateurs et les experts qui composent les différents comités du codex qui délibèrent et qui édictent les normes techniques font ce qu'ils veulent. Ah, oui, mais alors, Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'est ce qui apparaît le manifeste. Après, si on gratte un peu et quand on se pose la bonne vieille question qui consiste à se demander à qui le crime profite, eh ben, les normes qui sont édictées puis imposées après par l'OMC vont assez manifestement dans le sens de l'industrie agroalimentaire. d'accord. Donc des experts, les fameux experts qui sont au sein de ce Codex Alimentarius, C'est la grande question. alors sont-ils indépendants là aussi ou alors sont-ils plus ou moins liés à des firmes agroalimentaires? Tout laisse à croire qu'ils sont plus ou moins liés aux intérêts de l'industrie agroalimentaire. Alors, tout porte à croire, c'est en l'état actuel des choses indémontrable. Moi, la seule info que j'ai eue par rapport à ça, c'est un vieux monsieur qui est un grand juriste, qui est un spécialisé dans le droit de la vigne et du vin, et qui en 84, il bossait au ministère de l'Agriculture, je crois, et il a été chargé de présider l'une des réunions la réunion de 84 d'un des comités Codex au nom de la France. Et dans ce cadre-là, on lui a soumis comme proposition, entre autres, l'irradiation des pommes de terre. Et lui, il connaissait ça ni d'Ève ni dedans, il en avait jamais entendu parler, il savait pas en quoi ça consistait, il n'en connaissait pas les implications éventuelles au plan sanitaire. Donc il s'est retourné sur les experts qui étaient 120 ou 140 qui composaient la délégation française. Toutes les délégations des gouvernements des pays représentés sont composées d'experts comme ça qui sont chargés de conseiller les représentants publics, les représentants de la nation hein, en dernière instance. Et les experts ont dit à ce monsieur, ouais, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, l'irradiation des patates, c'est pas un problème. Et vas-y. Et ça se passe comme ça à chaque fois. Ce sont les experts qui, effectivement, c'est pas eux qui décident à la place des politiques, mais comme les politiques sont absolument incompétents et ignorants là-dessus, et on peut même pas les en blâmer puisqu'ils ont quand même pas le temps de se farcir des connaissances, d'atteindre tel niveau d'expertise sur des domaines aussi pointus, ils s'en remettent entièrement à l'avis des experts. Mais bon, la consultation, l'arrivée entraîne des décisions dont après nous faisons les frais au plan gustatif évidemment, au plan du simple goût des aliments, mais au plan aussi sanitaire. Alors pour illustrer peut-être ce que vous venez de dire, on pourrait parler de Philippe Vasseur, qui travaillait fin 95, début 96, en tant que ministre, enfin, il travaillait au sein du ministère de l'Agriculture de l'époque. Philippe Vasseur Ouais. était le ministre de l'Agriculture. Il était le ministre de l'Agriculture. Bon, bah voilà, ça c'est une chose. Il s'est retrouvé plus ou moins en confrontation avec Gilbert Jolivet. C'est pas Vasseur, c'est l'un de ses collaborateurs auprès de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui s'appelle Alain Guyot et qui est vigneron dans le Mâconnais, entre autres. Et si vous voulez raconter l'anecdote... Bah non, je vous en prie, vous connaissez certainement mieux le sujet que moi. Donc ils ont tous les deux en tout cas eu entre Guillot et donc Jolivet, ils ont eu l'occasion d'avoir une discussion. Et voici ce qui s'est dit. Hein. En ce qui concerne les additifs et les conservateurs, je ne suis pas sûr que ce soit accepté en haut lieu. Donc ça, il s'agit pour d'Alain Guillot qui s'exprime. Non, c'est Gilbert Jolivet qui explique à Guyot que effectivement l'étiquetage précisé sur l'emballage des aliments de la quantité exacte et de la nature exacte des additifs et des conservateurs, et donc des adjuvants chimiques qui y figurent, ça risque d'être relativement mal accepté en haut lieu. Et donc Jolivet l'avertit en lui disant « Vous voulez dire la vérité aux consommateurs sur ce qu'ils mangent et sur ce qu'ils boivent? Qu'est-ce que vous cherchez, la révolution ?» Là-dessus, Guillot lui répond « Là, on ne va plus être copains. » Alors là-dessus, Jolivet tente de se faire plus convaincant. Il pose fermement la main sur l'épaule de son interlocuteur, le regarde bien au fond des yeux et lui dit « N'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. »
Donc cette anecdote a été rapportée par Alain Guillot, qui rejoint de nombreux autres cas de menaces plus ou moins explicites. Ouais. Voilà, mais pas seulement dans le domaine agroalimentaire. Il y a eu Claude Bourguignon, le célèbre ingénieur agronome, qui s'est fait dégager de l'INRA et qui s'est fait mettre des bâtons dans les roues avec son épouse parce qu'ils ont mené des recherches qui n'allaient pas du tout dans le sens de l'INRA, mais c'est-à-dire des gens qui financent l'INRA. Et il est quand même assez étonnant que par rapport à ça, on ne sache même pas l'origine du financement d'un organisme comme l'INRA, mais qui est à 80% privé. Et donc là, en l'occurrence, qui paye décide. Et les mecs qui financent l'INRA sont assez attachés au fait que les chercheurs de l'INRA fassent des recherches qui vont dans le sens des productions en amont. Donc Claude Bourguignon, à une époque, il faisait une recherche sur je ne sais plus quelle variété de céréales qui donnait de bien meilleurs résultats que les variétés cultivées actuellement. Et bon, on lui a fait comprendre qu'il serait peut-être un peu plus intelligent de sa part de passer à autre chose, quoi. Donc le Codex Alimentarius qui est financé en grande partie par l'OMS, et puis, non, pardon, je crois que c'est l'inverse, la FAO D'abord la FAO et après l'OMS. Et l'OMS dans une moindre partie. Ouais. Et on s'aperçoit que finalement les directives qui sont prises au sein du Codex Alimentarius sont faites non pas apparemment tant pour protéger les aliments, mais au contraire pour servir l'agro-business. Alors ce que je vous propose, ainsi que les auditeurs, c'est une partie d'un zapping qui est passé il y a quelques semaines de ça. Ça dure 1 minute 30. On l'écoute. C'est concernant justement l'actualité, la fameuse patate OGM qui a été acceptée, tolérée. Voici ce qu'on découvre, et notamment concernant les vaccins. Pour la première fois depuis 12 ans, l'Union européenne autorise la culture d'une pomme de terre OGM qui sera destinée à l'industrie et l'alimentation animale. Quand on fait un champ de pommes de terre, une année avec éventuellement cette variété transgénique, l'année d'après on met une autre, et on ne peut pas ramasser toutes les pommes de terre dans le sol, donc il y aura des contaminations. L'Amflora, pomme de discorde. Autorisée par la Commission européenne, la commercialisation de cette pomme de terre OGM est vivement contestée en France, à commencer par Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie. Nous ne reconnaissons pas l'expertise, dit-elle dans Le Parisien. Selon elle, les experts fondent leur avis sur les analyses fournies par les semenciers eux-mêmes. Certaines affaires ont alimenté les soupçons sur l'indépendance des experts. Ainsi, la responsable du bureau OGM dans l'Agence européenne des aliments a été directement recrutée par le fabricant d'OGM Syngenta en 2008 pour superviser les nouvelles demandes d'OGM. Créer des maladies, cela revient à faire croire à des gens sains qu'ils sont malades. En élargissant les critères des maladies, on fait en sorte que les hauts et les bas de la vie quotidienne deviennent les symptômes d'une maladie, tout cela dans le but de prescrire beaucoup plus largement des médicaments. L'actuelle présidente du Haut Conseil chargé d'évaluer les OGM vient de se voir offrir un siège au prochain conseil d'administration de l'industriel du médicament Sanofi-Aventis. C'est justement ce Haut Conseil qui devra bientôt se pencher sur la nouvelle pomme de terre OGM. Voilà donc court extrait qui est relativement parlant, si on peut dire. Alors bien sûr, on pourrait dire, la radio ici maintenant fait une généralité. Non. Ce n'est qu'un extrait, en tout cas des faits. Mais pour revenir au Codex Alimentarius, eh bien, on peut se poser des questions. Alors, en quoi est si important ce codex? Pourquoi est-il si important, en tout cas pour nous consommateurs? Mais enfin, par parenthèse, votre petite compilation, votre petit zapping, c'est exact. Enfin, ça dit tout ce qu'on vient de dire en 15 minutes. Ça dit tout en 30 secondes. Enfin, tout est là. Après, il n'y a plus de questions à se poser. Enfin, le conseil d'administration de Sanofi, enfin, le Syngenta et tout. Enfin, les mecs, ils se cachent même plus, quoi. Ça devient, franchement, ils passent en visage découvert et vu au sous de tout le monde. Et ils en ont rien à foutre, quoi. On en est quand même à un point de. Bon, pourquoi le codex est important? Parce que ils font en sorte d'avoir le contrôle. En droit, hein, donc juridique, et aussi en fait, c'est-à-dire dans la vie pratique, ce que vous pouvez ou pas manger, même pas ce que vous devez, ou si vous avez le droit si vous pouvez vous procurer tel ou tel type de nourriture. Si c'est pas du totalitarisme, ça je me demande bien ce que c'est, quoi. Ils ont un contrôle absolu sur tout ce qu'on peut manger ou pas, entre le moment où on le fout, on plante une graine dans la terre, et le moment où on vous sert votre assiette au restaurant, quoi. Et à aucun moment entre ces deux étapes, on ne peut échapper aux normes codex. C'est quand même pas mal, quoi. Alors, pour exemple, là où on pourrait penser que justement le Codex Alimentarius, vu son financement et ce pourquoi il a été créé, aurait tendance à protéger tout ce qui est
tout ce qui a trait aux légumes, aux fruits sains, le plus Ils font en sorte, biologique possible, ils font pourrait-on en sorte- dire. Alors là où quand on a parlé vaguement un tout petit peu de Sanofi et moi ça m'amène à une autre question qui me paraît assez importante, qui est le lien entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Quand vous dites qu'il devrait logiquement faire en sorte au niveau du codex de garantir la teneur nutritive, la qualité nutritive, la densité nutritionnelle des aliments, oui mais non, parce que s'ils font ça, on sera plus ou moins à peu près en bonne santé, donc beaucoup moins souvent malade, et ça va coûter des sous à l'industrie pharmaceutique. Du point de vue de laquelle, il faut quand même jamais oublier que le client idéal, c'est le mec qui est tout le temps malade, mais qui n'en crève jamais, quoi. Donc le but du jeu au niveau agroalimentaire, et c'est le rôle du codex, c'est de faire en sorte qu'on soit tellement mal nourri, dénutri, comme disent les nutritionnistes, que le système immunitaire soit affaibli parce qu'on est carencé en sels minéraux, oligo-éléments, en vitamines, tout ce qui s'ensuit, qu'on soit en plus chargé la mule à grands coups d'additifs chimiques, d'aspartame, j'en passe et des meilleurs. Donc le système immunitaire s'en ressent, on chope tout ce qui passe, les virus, les rhumes, ça dure longtemps, le corps est affaibli de manière générale, fatigue chronique et tout ce qui s'ensuit, et les mecs arrivent derrière à grand renfort de médicaments en nous disant bon ben voilà, vous avez tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, et ben achetez ci, consommez ça, prenez tel dose, parlez-en à votre médecin, et puis c'est super quoi, et la boucle est bouclée. Et c'est ça qui se passe quoi. Et avoir la mainmise sur tout ce qui est alimentaire, c'est avoir le pouvoir réellement. Parce que faut bien se nourrir de toute façon au quotidien. Donc dès le moment où on a la mainmise sur la manière dont on cultive, ce qu'on doit décider pour nous de ce qu'on doit avoir dans notre assiette, de ce qui est meilleur pour nous. C'est décider de notre état de santé, parce que ces fumiers-là sont en train d'appliquer un détournement total, une subversion totale du fameux mot d'Hippocrate qui disait « fais en sorte que ton aliment soit ton médicament ». Là, ils font en sorte que notre aliment soit un poison, à très petit feu, très petit feu, mais qui justifie derrière la consommation de médicaments qui, eux, n'ont rien de naturel et sont eux-mêmes pathogènes. Hein. Les maladies iatrogènes, c'est-à-dire dues à la consommation de médicaments plus ou moins adaptés, ça augmente dans tous les pays occidentaux d'année en année. Enfin, c'est du délire. Les mecs, ils empoisonnent la population occidentale et mondiale qui va suivre. Ils empoisonnent les gens sciemment, à petit feu, pour faire du fric avec, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce qui vous a porté pour aborder ce codex alimentaire? La rencontre avec Alain Guyot, donc le vigneron du Mâconnais, là, qui s'est frité avec Gilbert Jolivet à l'époque au sein du ministère en 94-96. Guyot était tombé, je faisais un petit reportage dans le vignoble pour préparer un livre sur le vin qui est paru en septembre et où j'aborde aussi les problèmes de la chimie à la vigne, tout ce qui est biodynamie comme mode alternatif de culture, Bon. Guillaume m'avait aussi raconté ce truc rigolo ça se situe aussi dans les couloirs du ministère. Il est tombé un jour sur un document à en tête de la commission de Bruxelles, dont l'un des chapitres avait pour titre l'éradication des petites exploitations familiales. La même chose se passe aux États-Unis depuis plus longtemps qu'en Europe, hein, mais dans ce très large procès de mise en coupe réglée de la production alimentaire et de l'alimentation mondiale, l'une des étapes, en plus d'émettre des normes techniques, ça consiste aussi à avoir la main mise sur les producteurs, les productions. Donc, les petits bobacous, les petits paysans bio, les bons petits rebelles à l'ancienne qui font leur petit potager dans leur coin en permaculture, en géobiologie, en biodynamique, ce que vous voulez, ils sont en train de faire en sorte de les rendre, enfin de les empêcher de bosser, quoi. C'est ce qui est en train de se passer aussi, quoi. Il y a autre chose pour ce qu'on disait à l'instant sur les liens d'intérêt entre pharmaceutique et agroalimentaire. C'est un truc qui est sorti il y a pas si longtemps quand il y a un chercheur de l'INSERM qui s'appelle Pierre Benton, qui a été attaqué en diffamation par le comité des salines de France parce que le chercheur a dit il a mis en évidence le lien entre une consommation excessive de sel et l'hypertension et toutes les maladies cardiovasculaires qui en découlent. Et il avait sorti une petite phrase dans un canard aujourd'hui disparu, pour laquelle il est attaqué en diffamation par les producteurs de sel français. C'est-à-dire le comité des salines de France qui regroupe la quasi-totalité des producteurs de sel français. La phrase incriminée disait que le lobby des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire est très actif, il désinforme les professionnels de la santé et les médias. Il est apparu dans le cadre de ce procès que parmi les membres du comité des salines de France, il y a un producteur de sel qui s'appelle Solvay Carbonate, donc qui produit du bicarbonate de sodium, donc du sel, logique, qui appartient à un groupe international, lui-même appelé donc Solvay,
qui a une branche pharmaceutique, Solvay Pharmaceuticals, qui engrange chaque année des bénéfices de 810 millions de dollars pour la vente de ces médicaments destinés aux problèmes cardiovasculaires. Et ce groupe Solvay, dont des hypotenseurs, et ce groupe a une filiale en France dans les Hauts-de-Seine qui s'appelle Solvay Pharma, qui lui aussi commercialise des médicaments contre l'hypertension. Donc, au sein de la même boîte, avec le même conseil d'administration, le même PDG, le même bureau exécutif, vous avez une boîte qui fabrique du sel et une boîte qui fabrique des médicaments contre l'hypertension, quoi. Bah voilà, ils le savent, quoi. Faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Voilà, c'est pareil que pour l'amiante, c'est pareil que pour les ondes électromagnétiques. Avec les antennes relais, le téléphone portable, les bornes Wi-Fi, c'est pareil. Ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc le but du jeu, c'est de nous rendre malades, esclaves, dépendants. Débiles, abrutis, bon à rien, fatigués en permanence, des cobayes, des vaches à lait, des plus grands potentats industriels de la planète, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, alors, si je comprends bien, le but du jeu, c'est déjà de réguler ce que l'on mange. C'est extrêmement important. On réduit toutes les petites productions qui sont réellement indépendantes et qui veulent faire du bio, par exemple, et travailler avec des manières alternatives, faire des grandes parcelles d'hyperproductivité avec tout ce qu'il faut pour l'OGM, le chimique. L'OGM, on a déjà tous bouffé tout ce qu'on est, hein. Il y a déjà partout, quoi. Il y en a déjà partout. Le codex, parmi les domaines que gère, c'est 20 ou 40 comités, je ne sais même plus le chiffre. Il y a un comité qui est chargé qui s'occupe de l'étiquetage des aliments. Ce qu'on a le droit ou pas de dire sur l'emballage de votre produit. Alors déjà jusqu'à présent les E222, 312, machin, patin, couffin, tous les additifs, édulcorants et autres. Alors ils ont beau être précisés, moi ça me dit pas ce que c'est, quoi. Et puis effectivement la ménagère de moins de 50 ans, elle a pas le temps de se farcir un bouquin comme celui de Corinne Gouget sur les additifs alimentaires qui explique lesquels sont les pires, à partir de quelle dose, où est-ce qu'on les trouve, Mais bon, enfin à ce compte-là, non, le plus simple c'est de plus aller au supermarché, d'abord et d'une, de faire ses courses sur le marché du samedi ou du dimanche matin, et de deux, et de préférence bio, donc bouffer frais, local et de saison, ne plus mettre les pieds au supermarché, le resto, allez-y mollo, tout ce qui est produit transformé industriel, voilà, faut éviter, et puis voilà, quoi. Et ça commence par ça. Mais c'est une petite discipline de vie à acquérir, mais enfin, ça peut s'épargner des sacrés pépins à l'âge de 50-60 ans, quoi. Donc, alors, il y a pas mal de personnes qui se dressent contre le codex, notamment tous ceux qui sont dans les médecines parallèles, bien-être, tous ceux et celles qui à l'heure actuelle font aussi les compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que vise le codex concernant ces différents éléments-là? Parce que finalement, si nos aliments sont carencés dans tous les apports journaliers nécessaires à ce qu'on puisse être en bonne santé, tout simplement, les compléments alimentaires partent d'une certaine manière à ce manque. Alors, est-ce que le codex a lui aussi pour but, peut-être, en plus de ne pas forcément préciser sur les étiquettes de nos produits les différents composants de ces produits, a l'intention de voir supprimer, pourquoi pas, les compléments alimentaires? C'est en cours. Le lobby agroalimentaire et celui de l'industrie pharmaceutique sont en train de torpiller les fabricants de compléments alimentaires, de phytosanitaires, les petites gélules de magnésium, de vitamine C, tous ces petits trucs-là qu'on trouve en pharmacie sans ordonnance. Ils ont réussi à se mettre dans la fouille l'organe des pharmaciens français, je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'équivalent de l'ordre des médecins pour les pharmaciens. Parce que voilà, oui, à partir du moment où le codex fait en sorte de ne proposer que des aliments délibérément carencés, et qu'en face de ça, il y a un marché de niche qui s'est créé pour y répondre, dans lequel s'est engouffré toute une petite série de petits fabricants, eux plutôt proches de tout ce qui est bio, écologie et tout ce qui s'ensuit. Il est évident qu'il fallait qu'ils éliminent cette menace qui leur grignote toute une part de marché. Par définition, les mecs ils peuvent pas tolérer ça très longtemps, quoi. Donc il y a une décision de justice qui est tombée récemment. J'ai eu la lettre de leur avocat sous les yeux, enfin l'un des avocats des fabricants de compléments alimentaires. Le mec est un peu en panique. Alors je connais plus la teneur exacte de son propos, mais alors effectivement ils sont en train d'avancer leurs pions et les compléments alimentaires, il est à craindre qu'ils vivent leur dernier jour, quoi. Donc disparaître totalement.
Oui et non. Comment pourrait-on justifier En soi, comment peut-on justifier, enfin je serais curieux de savoir la manière de faire, parce que... Comme l'a dit l'un des mecs que vous citez dans votre zapping, ils vont étendre le champ des symptômes, ils vont étendre le champ de ce qu'on peut désigner comme étant une maladie, comme étant une pathologie, pour faire entrer ça dans le champ de ce qui doit être traité, non pas par des aliments, une cure de tisane, j'en sais rien, moi des fruits frais ou ce que vous voulez, mais uniquement pour que ce soit traité par des médocs. Des médicaments qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Et le nerf de la guerre, il est là, c'est-à-dire qu'ils vont, avec la petite procédure judiciaire qui est en train de prendre fin ces jours-ci, ou qui a déjà pris fin, je sais même plus, ils vont imposer aux compléments alimentaires de recevoir cette fameuse autorisation de mise en marché qui coûte des millions d'euros. Enfin, ce sont des procédures très lourdes de contrôle, de certification, patin coup fin, et les mecs ont simplement pas les moyens de se l'offrir. Donc ils vont mettre la clé sous la porte purement et simplement, quoi. D'accord, donc plus de compléments alimentaires sur notre marché d'ici quelques temps peut-être. De toute façon, idée, c'est en cours de route. C'est le but affirmé de... C'est en cours de route, il y a une décision de justice qui est tombée, je ne sais pas si elle est irrévocable ou pas, ou s'il y aura une suite ou pas, enfin je pense qu'il y aura des suites, mais c'est en train de se faire, ouais. Alors il y a des organisations, notamment avec Paul Anthony Taylor, qui est directeur des relations extérieures de la Fondation pour la santé du docteur Matthias Rath. Rath, pardon. Il est allemand. Il est allemand. Alors est-ce que vous pouvez nous dire entre guillemets le combat de cette fondation? Alors pas vraiment, puisque j'ai découvert ça en faisant mes recherches sur le codex. Matthias Rath, c'est un médecin allemand, donc il s'est spécialisé dans l'étude des vitamines, et l'importance des vitamines, d'une part pour rester en bonne santé, mais d'autre part dans le traitement de certaines maladies, dont le cancer. Donc inutile de vous dire qu'il s'est fait tomber sur le paletot par toute une flopée de lobbyistes et de groupes de pression qui lui ont dit écoute, t'es bien gentil, mais le cancer c'est nous qui nous en occupons, donc avec tes vitamines tu vas rester chez toi puis tu vas te taire, quoi. Donc il refuse, donc il a fondé une fondation, et il agite un peu le net alternatif. C'est intéressant ce qu'il raconte, hein. Il est un peu content de lui, on va dire, hein. Il se prend un peu pour le sauveur de l'humanité, comme souvent chez ces mecs-là, mais enfin il raconte quand même des choses intéressantes. Ou alors cet exemple avec Robert Tinlot, qui lui est dans l'industrie vinicole. Non, Robert Talot est un ancien président de l'OIV, l'Office international de la vigne et du vin. Il a aussi bossé dans sa jeunesse à la direction de la répression des fraudes. Mais lui, c'est un juriste à la base. Alors, et qu'est-ce qu'il fait alors justement il est à la retraite. Tranquille. Hein. Il boit du Bourgogne. Oui, j'imagine pas n'importe quel Bourgogne non plus. Non. Alors, vous le mentionnez dans votre article, hein, qui, je rappelle, on peut le retrouver, cet article très complet, dans le dernier Nexus février-mars, me semble-t-il, mars-avril plutôt, dans quasiment tous les kiosques, quasiment, pas tous. Alors pour parler de Robert Tinlot, il est juriste spécialisé dans le droit de la vigne et du vin. Il a travaillé à la répression des fraudes, puis auprès de différents ministères dans les années 70-80, a présidé l'Office international du vin, pardon. Il a lui-même présidé une délégation française lors d'une réunion du Codex à Rome en 84. Ouais. Il explique, les normes Codex ne sont pas obligatoires, mais à partir du moment où les accords de mondialisation, en particulier l'accord SPS et l'accord OTC, à savoir obstacles techniques au commerce, trade barriers, s'y réfèrent aux normes des organisations internationales compétentes, c'est-à-dire la Commission du Codex, la Convention internationale sur la protection des végétaux et l'Office international des épizooties. On peut considérer qu'en cas de litige entre deux États ou groupes d'États, l'expert chargé d'arbitrer le litige est fondé à utiliser les normes comme référence absolue. C'est ce que je vous expliquais au début de notre conversation, c'est qu'ils se sont débrouillés pour rendre les normes Codex obligatoires, en faisant en sorte que, en couchant sur le papier, donc dans l'accord STC qui est le principal, hein, sur les accords du commerce et les entraves au libre-échange, voilà. Donc dans le cadre des accords de mondialisation de 95, fondateurs de l'OMC. Donc ils ont couché sur le papier, voilà, de manière parfaitement officielle, légale, tout ce que vous voulez, que les normes Codex serviraient de critères pour arbitrer les litiges commerciaux entre différents États ou groupes d'États dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc de facto, les normes deviennent obligatoires, puisque si un État, s'il y a un litige entre deux États dont l'un n'applique pas les normes Codex, il sera nécessairement débouté par le tribunal de l'OMC, dont je n'ai plus le nom, mais qui est chargé d'arbitrer les différends. Donc tous les pays sont plus ou moins directement incités à adopter les normes Codex, sinon en cas de litige, ils seront nécessairement pénalisés, comme le cas de la France ou de l'Europe, je ne sais plus, avec le camembert qui nous a coûté assez cher, ou le Roquefort, je ne sais plus. Alors, est-ce que cela peut aller loin au point que tout à chacun, on ne puisse pas cultiver son propre
pour soi-même son propre jardinet? Ah bah à terme c'est le but, oui, c'est pas encore le cas, hein, mais c'est le but. D'accord. Bah, quand Bruxelles vous pond une norme, enfin une directive sur l'éradication des petites exploitations familiales, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Hein. Donc voilà, donc on a encore des bacs à fleurs, des pots de persil dans les cours d'immeubles, tout ce que vous voulez. Ouais, voilà, c'est super. Mais bon, pour nourrir une famille, excusez-moi, ça risque de pas suffire, quoi. Alors après, oui, à la campagne, et en France plus qu'ailleurs, enfin en Allemagne aussi, enfin, on n'est pas encore interdit, empêché matériellement de planter ses carottes, ses poireaux, ses patates, et puis de faire un peu de biodynamie autour. Surtout si c'est pour soi. Enfin, quel serait l'intérêt du moment qu'on n'en fait pas commerce de ne plus avoir le droit de cultiver son propre jardinet? Bah, l'intérêt, c'est de faire en sorte que vous êtes obligé de vous nourrir au supermarché en saloperies chimiques et transgéniques, quoi. Mais à terme, c'est le but. Mais je préciserai quand même au passage que en France, par contre, c'est déjà le cas. Un fermier n'a plus le droit de vendre ses œufs de la main à la main. Je veux dire, votre voisin a des poules, hein, vous avez envie de vous faire une omelette, enfin, vous allez faire du troc en lui filant un sac de poireaux contre une boîte d'œufs. C'est illégal. Enfin, alors, vous pouvez le faire, hein, mais si un clampin décide de vous dénoncer, bah, vous serez illégalement justiciable et condamné parce que vous avez vendu des œufs, quoi. C'est quand même du délire, quoi. Là aussi, il y a un truc qui est complètement hallucinant. Vous avez parlé de Corinne Gouget tout à l'heure avec son livre concernant l'aspartame. L'aspartame a été blanchi, les additifs à volonté, et pourtant des recherches, des études ont été faites concernant l'aspartame. Oui, bah il y a le livre de Sylvie Simon là-dessus aussi, chez Très Daniel. Oui, c'est de la saloperie. Enfin, ça rend littéralement dingue, quoi. Ça rend con ce truc à haute dose. Et ça développe les maladies auto-immunes. Alors là aussi, puisque ça a été démontré à travers des recherches scientifiques, comme quoi l'aspartame était préjudiciable à la santé, comment explique-t-on qu'il soit autorisé? Puisqu'on en a partout. Hein. Chercher à l'heure actuelle des chewing-gums Bah. avec sucre, ça n'existe plus. Moi, j'en ai pas trouvé. Oui, non, mais enfin, puis toutes les boissons, les sodas légers, enfin, enfin, ils en foutent partout. De toute façon, il y en a même dans la soupe, il y en a partout. Pourquoi ils ont, bah j'en sais rien moi. Bah déjà le fait que le grand problème des études scientifiques, c'est que bon, elles ont un peu tendance à justifier ce qu'on veut en fonction de qui paye, quoi. Hein, alors ça, si les mecs vous disent, mais il y a une étude qui prouve que l'aspartame fait vomir bleu, les mecs vous disent, oui, mais en même temps, cette étude a été financée par un groupuscule sectaire écologiste, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur. Hein. Regardez plutôt mon étude à moi qui a été financée par Béguincet ou j'en sais rien ou Danone, et bon, c'est pareil, enfin ça mène à rien, c'est ridicule, quoi. Par contre, sur la façon dont l'aspartame a été autorisé, ne serait-ce qu'aux US, c'est quand même assez rigolo, puisqu'il a fallu que, en 76, je crois que la FDA, la Food and Drugs Administration, avait décidé que décidément non, il fallait pas autoriser cette saloperie, etc. Hein. Et c'est l'administration Reagan qui a nommé, donc en 80 ou 81, comment il s'appelle déjà, Donald Rumsfeld, dans son administration, alors je sais plus à quel poste exactement, mais dans l'administration Reagan, et c'est lui qui a fait un petit jeu de chaises musicales au sein de la FDA. Donc il a viré les deux ou trois gars qui étaient farouchement opposés à aspartame. Il a mis des potes à lui, l'aspartame a été accepté, patin coup fin, et puis voilà, enfin, ça se passe toujours comme ça, au bout d'un moment. Même si il y a une levée de bouclier scientifique ou même dans l'opinion publique sur tel ou tel produit, telle ou telle loi, tel ou tel aspect, les OGM, ce qu'ils ont fait là, c'est quand même fantastique, quoi. Dieu sait qu'en France, on a quand même gueulé, il y a eu des émissions de radio, il y a eu Le Monde selon Monsanto de Robin, il y a eu Beauvais, il y a eu les faucheurs d'OGM, il s'est quand même passé des choses, et ils viennent de nous le foutre en pleine narine, paf, voilà, ça y est, c'est autorisé, Oui, même quand il y a une vraie levée de bouclier scientifique et au niveau de l'opinion publique, ils attendent quoi? Allez, 4-5 ans, le temps que les gens se calment, ils les occupent avec autre chose, une petite grippe d'un côté, les JO et la Coupe du Monde de foot de l'autre, ça les détend aussi pas mal. Et puis dans la foulée, boum, on fait passer ce qui avait été bloqué 5 ans avant, et puis voilà, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. D'un autre côté, peut-être que une des grandes questions aussi à poser, c'est dire quel serait l'intérêt en dehors du côté financier pour toutes ces grandes multinationales, ces gens haut placés, quels qu'ils soient, de faire en sorte d'affaiblir le système immunitaire de tout à chacun. On pourrait se dire, mais comment eux mangent-ils? Est-ce qu'eux aussi ne vont pas acheter au supermarché? Est-ce que la question se pose même pas pour eux, puisque ils en savaient rien. Enfin, quand avec Sarkozy se balade avec son téléphone portable dans la poche, le mec, il sait pas ce que c'est que les ondes électromagnétiques, quoi. Ils savent pas ce qui se passe, quoi.
Ils en ont rien à foutre d'ailleurs. Ils sont dans des plans de carrière qui sont purement électoralistes. Voilà, le but du jeu c'est d'être réélu la prochaine fois, et donc de faire en sorte ce qu'il faut pour d'ici là. Après, au niveau des vraies décisions, la vraie politique, hein, au sens noble du terme, au sens de qui décide en cas d'urgence, et c'est plus au niveau des États que ça se passe. Hein. C'est Bruxelles, c'est Washington, et puis dans les bureaux de Davos, du Bilderberg, de la Rockefeller, tous ces mecs-là. Enfin, les États nationaux, enfin, c'est des marionnettes, quoi. Ce sont des caisses de résonance complètement vides qui se contentent de répercuter les décisions prises très haut en amont et de les faire appliquer tant bien que mal en aval. Et puis ça s'arrête là, quoi. Donc nos gouvernements, hein, que ce soit à droite, à gauche ou dans d'autres pays européens, ils en savent rigoureusement rien de tout ce qu'on vient de dire là. Ça leur passe très loin dessus. Ils en ont rien à foutre. Et croyez-moi qu'ils s'alimentent aussi mal que vous et moi, à grands coups de produits transformés, blindés d'adjuvants chimiques, qui ont été cultivés dans des champs gavés de produits phytosanitaires, de pesticides, tout ce que vous voulez, qui n'ont plus aucun nutriment. Et ils le savent pas. Ils sont contents. Puis ça roule, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle en France une organisation, une association qui essaie de parer un petit peu sur l'avancée du Codex Alimentarius? Oh, sans doute, oui, j'ai pas cherché de ce côté-là, mais du côté de chez Nexus, t'as bien à voir parmi leurs collaborateurs plus ou moins proches des gens qui se battent à ce niveau-là. Bon, il y a la fondation du Dr Rat, évidemment. En Allemagne, donc. Il y a le fameux opposant américain, Alex Jones, je crois, qui s'intéresse aussi à ça. Mais bon, rien de très structuré, quoi, de très organisé. Il y a pas de parti ni de mouvement vaguement populaire qui, même chez les faucheurs en France, les mecs ils sont plus à la limite. On a l'impression qu'ils sont plus intéressés par tout ce qui est doctrine non violente et désobéissance civile, que par les applications de leur combat, parce que ils se rendent bien compte que effectivement, même s'ils arrivent à faire changer une loi à un moment donné, s'ils arrivent à faire passer un moratoire sur les OGM, même si la mère Chantal Jouanneau déclare qu'elle n'est pas du tout d'accord avec l'expertise, donc parce que c'est pas elle qui le décide et qu'elle sait très bien, à la limite elle fait ça pour nous foutre de la poudre aux yeux, un peu comme l'a fait Barnier avec l'affaire du rosé de coupage. Il savait très bien qu'il en avait rien à foutre, et puis il a fait la France est indignée par cette décision. Sans déconner, quoi. Donc voilà. Moi là-dessus je serais, enfin, au niveau action publique, politique, plutôt désabusé, parce que y a personne en face, quoi. Y a rien. Les vrais leviers de décision, de pouvoir, ils sont plus du tout à la portée des États nationaux. Donc il faut s'organiser, par contre, sur le terrain, quoi. Mais à mon avis, en loose dé, quoi. Faut pas le gueuler sur tous les toits, ça sert à rien. D'accord. On va accueillir les auditeurs, puisque avant que vous partiez, il reste un bon quart d'heure. 08 92 23 95 20. J'ouvre le standard pour vous, auditeurs, auditrices, qui souhaitaient poser des questions à Alexandre Rouget, aujourd'hui avec nous, concernant son article paru dans le dernier Nexus, mars-avril, sur le Codex Alimentarius. 08 92 23 95 20. Pour intervenir à l'antenne, posez vos questions. Nous accueillons Paul. Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour Alexandre. Merci pour la liberté de parole. Et qu'en est-il vraiment de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas, quand on voit que ils se sont lancés dans la construction qui est réalisée d'un entrepôt à graines par des financements privés? De quel entrepôt? Le fameux entrepôt, c'est non pas au Danemark, en Norvège. Ah oui, le projet Svalbard. Oh bah alors là, qu'est-ce qu'on sait pas? Excellente question. Je sais pas, ça fait partie des thématiques sur lesquelles il y a énormément de choses qui circulent. Moi j'ai pas fait de recherche là-dessus en particulier, donc je préfère pas trop en parler. On se perdrait assez vite en supputation et en spéculation pure. Donc là-dessus, moi je préfère... Enfin, dans le doute, je m'abstiens, quoi. Bon. On peut croire ce qu'on veut, hein, évidemment. Alors après, en l'absence d'éléments tangibles, du moindre élément de preuve, il faut raisonner par déduction, encore une fois, hein, qui paye, donc à qui ça profite, à qui profite le crime et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, enfin, à un moindre niveau, il pourrait paraître assez clair que en foutant tout ce qui est semences naturelles sous vide et sous clé,
bah, ils se réservent le champ libre pour tout remplacer par des semences brevetées et sur lesquelles ils pourront faire ce qu'ils voudront après en termes de biologie pure, hein, faire la plante qu'ils voudront en kit quoi. Hein. À la limite c'est peut-être même ce qui préfigure aussi ce qui va se passer au niveau du génome humain. Enfin bon. Donc c'est la moindre des déductions qu'on pourrait en faire pour l'instant, mais enfin on a vraiment, enfin moi j'ai aucun élément là-dessus pour en dire davantage quoi. Moi j'ai mon esprit qui m'incite à penser, mon réseau de neurones qui me donne la possibilité de penser que il s'alimente différemment du Pékin moyen. Bah j'espère pour eux, ouais. Ouais. Hein. Moi j'ai cessé de souhaiter leur bien. Oh bah ça sert à rien de leur souhaiter du mal, hein. Ah ben j'en suis pas là, mais pour l'instant je me dis que il va falloir que ça change très vite. Oui, mais enfin la première erreur à faire dans ces cas-là, c'est de sombrer dans la peur et la colère, quoi. Enfin déjà en soi, ça sert à rien. La colère, ce n'est jamais qu'un avertissement purement instinctif sur une vague menace qui pèse une menace par définition, ça s'identifie, ça se gère, ça s'affronte, puis ça se dépasse quoi. Donc, yeah man, merci. Bah voilà. Ouais. J'adore tes paroles. Merci. Autre chose, Paul? Non, c'est bon. Merci à toi. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Ciao. 08 92 23 95 20. Profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler du Codex Alimentarius et si vous avez des questions, donc Alexandre se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Alors ce qui interpelle finalement avec ce codex, c'est que depuis 1962, il a été petit à petit mis en place. Il a donné des normes alimentaires. Plus de 300, ouais. Ouais, sur aussi bien l'emballage, la logistique pour acheminer les différents aliments, leur composition, on n'en sort pas vraiment. Et ça, petit à petit, c'est intéressant de voir que depuis 1962, en 2010, petit à petit, ils ont tout leur temps. Hein, on sent pas vraiment de pression de leur part, quoi. S'il y a une opposition éventuelle, ils font un peu marche arrière, mais oui, la pression, si pression il y a, est très diffuse et à la limite au niveau du Pékin moyen comme vous et moi, elle est imperceptible. Un mec comme Guyot qui a eu affaire à du lobbyiste pur et dur dans les couloirs d'un ministère à une époque, lui il a eu affaire à ça de manière un peu plus tangible. Mais il faut grimper dans une certaine hiérarchie administrative, juridique ou politique pour avoir conscience de ça vraiment. À notre échelle, on ne peut que constater les effets et encore une fois, à partir de ces effets, essayer de raisonner en remontant l'enchaînement des causes et des conséquences pour essayer de voir comment ça a pu commencer à la rigueur. Mais bon, de ce point de vue-là, on en reste réduit à des simples conjectures. Donc, moi, je suis bien d'accord pour raisonner comme ça, mais il faut vraiment se méfier et ne jamais rien tenir pour acquis, sans quoi on va dire des conneries, quoi. 08 92 23 95 20, nous accueillons Michel. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour cette émission qui est très intéressante. Et en fait, je vous appelle parce que je viens de recevoir une information qui m'a fait penser à ce que je viens d'entendre. C'est sur InfoWars, donc c'est paru hier, titré John McCain Attack on Liberty. Et il parle d'un projet de loi qui autoriserait le gouvernement fédéral à réguler les vitamines, les minéraux et virtuellement tout ce qui a trait à la production de nourriture, etc. Donc ça m'a fait vraiment penser je voulais voir un peu quel était le lien par rapport à tout ce que vous nous racontez. Bah, le lien sur un plan technique, juridique ou légal, ça je saurais pas trop vous dire. Hein. Le droit fédéral américain, je m'y connais assez peu, quoi. Mais ça fait partie de ce même mouvement de... Après, voilà, au niveau du contenu, ça va exactement dans le même sens, ouais, ça c'est clair. C'est notamment au niveau de ce qui est des compléments alimentaires. Enfin, d'une part, dans la volonté de rendre les aliments complètement nuls au plan nutritif, et d'autre part, d'interdire les compléments alimentaires qui ont tenté de compenser cette nullité par des apports alternatifs en nutriments purs, quoi. Donc oui, ça va typiquement dans ce sens. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est couplé avec un autre projet de loi qui lui autorise le gouvernement fédéral à détenir les citoyens américains indéfiniment et sans procès, quoi. Donc, le Patriot Act, oui. Non, c'est le S 3081 et S 3002. Je suis pas bien sûr que ça aille dans le même sens pour le coup, mais en tout cas, c'est présenté c'est couplé dans l'article comme étant deux propositions de John McCain. D'accord.
guerre, quoi. Oui, non, mais de toute façon, la loi martiale aux US, maintenant, elle peut être déclenchée en un tournement par un pet de lapin. S'il y en a un qui est mal luné un matin et qui décide que... Bon, voilà, ça commence à prendre des proportions chez eux qui sont assez hallucinantes. On n'en est pas encore à ce point-là en France ou en Europe, mais enfin, ce qui se passe 5 ou 10 ans... Enfin, ce qui se passe chez les US, en général, nous arrive sur le coin de la gueule 5 ou 10 ans après, donc effectivement, c'est pas inintéressant de se tenir au courant par rapport à ça. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ils avancent sur plusieurs plans en même temps, Oui. Oui. à la fois sur le plan alimentaire, à la fois sur le plan des libertés civiles, enfin bon, tout est lié, mais... Au plan civique, au plan militaire aussi, enfin sur beaucoup plus de plans Voilà, que nous apparemment. Ouais. de la santé, etc. Il y a encore ce matin dans la tribune de Genève, une infirmière qui se plaint d'avoir la sclérose en plaques depuis qu'elle s'est fait vacciner. Ça, je veux dire, c'est comme une espèce de bulldozer, quoi. Ah oui, complètement. Ouais. Là, les chiens sont lâchés là. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Je vous en prie. Merci Michel, au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Jacques. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour monsieur Alexandre Rougier. Bonjour monsieur. Bon, remarquable, je vous écoute depuis 14 heures. Un premier truc concernant le vote, il faut voter. Si vous n'avez pas encore voté, allez-y, c'est Europe Écologie. Hein. C'est ce que je vote moi. Hein. Oui. Ah mais Ça peut avoir une importance assez grande, hein, parce qu'ils sont au courant. Hein, il y a José Bové dedans, déjà. Bon, ça c'est mon petit truc de propagande électorale, mais il faut voter. Si vous votez pas, c'est les autres qui vont décider pour vous. Ah mais j'ai pas dit que je votais, j'ai pas dit que je votais pas. Enfin... Non, j'ai dit, j'adresse aux... Ah d'accord. Aux auditeurs. Ouais. Bon, deuxièmement, là j'ai eu le dernier Nexus, là, dès sa parution. C'est le numéro 67, hein. Mars-avril... non, c'est... Enfin bref. Donc j'avais lu votre article, je vais le relire maintenant que j'entends votre voix. Oui. Et puis, donc il faut le lire. Merci. Troisième point. Oui. On se pose des questions, comment cette génération qui nous gouverne, là, qui veut tout régenter, arrive à résister. Je me pose une question sur les problèmes de l'obésité. Alors, je constate qu'il y a de plus en plus d'obèses, à tous les âges. Et je crois que c'est une idée que je me fais, que les pesticides, etc., enfin tous ces produits machins, ont tendance à s'accumuler dans les graisses. Et le nombre de liposuctions qu'il peut y avoir, vous n'imaginez pas, hein, les poignets, les bourrelets et tous ces trucs-là. Et ce qui en sort, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'horreur. Hein. Oui, non. Comment détruit-on ce genre de produit? Mais enfin, vraiment, c'est des instituts spécialisés avec des super ventilations. Hein. Oui, ça, on n'en sait rien pour le coup. Enfin... Après, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que je vois me changer de volume régulièrement et qui résistent à des styles de vie, mais absolument dingues. Ouais, c'est assez glauque, ouais. Et je pense que ça, c'est un problème qui n'est pas souvent soulevé. L'obésité, si on en parle un petit peu quand même, mais non, mais le fait de l'absorption, qu'il y a des gens, même des personnes très âgées là, qui résistent parce que il y a une espèce de tampon qui se fait dans ces fameuses graisses, cette cellulite et tout ça, quoi. D'accord. Donc je tenais à signaler ça. D'accord. Et puis voilà. Merci Jacques. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Et nous accueillons Simon. Simon, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Alexandre. Merci beaucoup pour cette émission super intéressante sur le Codex Alimentarius. Je voulais préciser un petit point que moi j'avais recherché aussi sur Internet la documentation disponible. Le docteur Rima Leibo qui faisait un petit historique du Codex Alimentarius, une vidéo déjà sortie il y a un petit moment, qui nous rappelait que c'était, alors j'ai plus tous les détails en tête, c'était au procès de Nuremberg, un ancien criminel qui avait sorti cette idée-là en disant j'ai trouvé la nourriture, c'est la nourriture qu'il faut contrôler. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Rima Leibo? Pas grand-chose. L'épisode auquel elle fait référence, il a déjà été évoqué par Frédéric Morin ou Morel, je sais plus, le rédac-chef de la revue Morpheus. Morpheus, tout à fait, oui. Donc l'article dans lequel il raconte un peu ça est disponible gratos sur son site, le site de la revue, morpheus.fr. Je le signale vite fait comme référence dans mon papier, mais je ne me suis pas appuyé dessus parce que lui, il remonte jusqu'à carrément la fin du 19e siècle.
et les grands débuts de la carrière de la dynastie Rockefeller dans l'industrie chimique pétrolière, et des acquaintances très vite qui se nouent avec l'industrie chimique pharmaceutique. Et donc on fait évidemment le petit détour obligé par le Troisième Reich, et puis avec ensuite les grands groupes de la pharmaceutique allemande, Bayer, Hoechst, BASF et compagnie, dont les membres ont été particulièrement ménagés, paraît-il, lors du procès de Nuremberg, et puis qui se sont retrouvés après à pantoufler dans les mêmes boîtes de chimie dans lesquelles ils bossaient avant-guerre, enfin bon. Tout à fait, c'était Bayer, je crois, il y avait... Hoechst. Je crois que c'était eux. Et vous parliez d'Alex Jones, vite fait, je vais vous faire une petite référence, parce que j'ai vu l'émission de... comment ça s'appelait, Jesse Ventura, qui fait Conspiracy Theory. Et justement, Rima Leibo est invité à venir et nous rappelle un petit peu, donc ceux qui veulent voir, il y a une traduction en fait qui est disponible sur Dailymotion, c'est assez sympathique. Est-ce que je peux passer une dernière petite info? Allez-y. Ouais. Alors je ne sais pas si vous en avez souvent parlé à la radio, il y a eu, justement, vous parliez de Chantal Joanneau, à propos de la Commission nationale du débat public sur les nanotechnologies. Ouais. Alors c'est marrant parce que toutes ces réunions-là ont été en fait démolies par des manifestants quasiment. Ils ont fait des manifestations avec multiples banderoles et des cris sur le présentateur, évidemment en protestation par rapport au programme de puissage RFID. Et voilà, il y a tout un fil à suivre. Il y a même eu des réunions qui se sont déroulées sous surveillance policière. On a eu ensuite des visioconférences à 20 mètres dans la même salle. Enfin, c'était assez grotesque, et il y a Chantal Joanneau justement qui à l'Assemblée a tenté de mettre pression sur ces manifestants et de dire qu'il faut continuer le débat même s'il n'a pas eu lieu. Bah ouais, histoire de se dédouaner vite fait quoi. Ouais, voilà. Et tout en sachant que ça ne sert à rien. Tout à fait. Voilà, je vous remercie beaucoup pour passer à l'antenne. Merci Simon, au revoir. Merci pour votre travail, bon courage, salut. Dernière chose, alors puisque à t'entendre, c'est une déduction que j'en fais, la politique ça sert à rien. Toutes les différents organismes qui entre guillemets se battent pour essayer d'un point de vue légal, législatif, essayer de faire revisiter les lois que Bruxelles peut par exemple voter. Qu'est-ce qui serait je dirais peut-être idéal de ton point de vue par rapport à justement ce bulldozer qui avance par des lois législatives où finalement de tout à chacun en tant que citoyen on n'a pas notre mot à dire et il est extrêmement difficile et il y a besoin de beaucoup d'argent lorsqu'on veut essayer de changer les choses. L'idéal, ça veut rien dire. Il y a trop de paramètres qui nous échappent, qui m'échappent, mais de mon point de vue, ce qui me paraîtrait le plus sympa à tenter, c'est ce que font déjà beaucoup de mecs sans en parler, c'est d'occuper le terrain, quoi. Mais le terrain à la campagne, pas à la ville, quoi. Donc de faire pousser des trucs, de s'intéresser à la permaculture, à la biodynamie, de refaire vivre des cultures vivrières et d'étendre ça de proche en proche à un village, puis deux, puis trois, de bâtir des maisons, de foutre des familles dedans, de faire des gosses, et puis de recréer une vraie vie communautaire, locale, enracinée, un peu comme ce que font les SEL, les SEL. Ça fait déjà un moment que ça existe. À mon avis, pour les empêcher d'exister, il va falloir simplement les buter quoi, physiquement, parce que sinon les mecs ils continueront. Puis c'est pas telle loi ou telle norme européenne qui va les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Donc c'est tout. Voilà, faut y aller, c'est tout. Faut quitter les villes, faut abandonner ce mode de vie à la con qui pathogène à un point, la folie quoi. Brûlez vos télévisions, gardez éventuellement une connexion internet de temps en temps pour envoyer des nouvelles si vous voulez au cybercafé de la sous-préfecture la plus proche quoi. Mais sinon, faut retourner à la terre quoi. Voilà. Retour à la nature. Back to basics quoi. Back to the roots. Ok, Alexandre Rouget, un grand merci. Je rappelle pour les auditeurs qu'ils peuvent suivre l'article dans le dernier Nexus concernant le Codex Alimentarius. Merci beaucoup pour ta venue, pour avoir répondu aux questions des auditeurs. Merci à toi, avec plaisir. Et puis au plaisir. À la prochaine. Salut. Au revoir Alexandre. La suite de nos programmes, eh bien, le temps pour moi de raccompagner mon invité et je vous donnerai la parole, auditeurs, auditrices, au 08 92 23 95 20. En attendant, je vous propose de réécouter le zapping de Canal+.